30e aventure, de la nouvelle infortune arrivée à Damersan et de la résolution d'Ysengrin d'aller porter plainte à la cour du roi. Nous avons vu qu'Ysengrin, à peine guéri de ses gouttes et relevé de la maladie gagnée dans le puits des Blancs Moines, avait aussitôt médité sur les moyens d'assurer sa vengeance. Défier son ennemi, lui déclarer une guerre ouverte, c'était courir de grands risques, car le roi pouvait intervenir, et Renard avait de nombreux amis qu'il engagerait aisément sous sa bannière. Isengrin jugea donc plus sage de commencer par épier Renard en lui ménageant un guet-apens, qui pouvait tout finir, plus vite et plus sûrement pour lui. Il se fit rendre un compte exact des endroits que Renard visitait d'habitude. À certains jours, il voulait le cerner et le pousser le long d'un mur de clôture, de façon à lui enlever tout moyen de salut. On était au temps de la coupe des pois. Les tiges étaient liées et rassemblées sur la voie, et Renard ne manqua pas de les visiter. Isengrin, dès qu'il le vit approcher, baissa la tête, jeta un cri et courut sur lui. Mais Renard ne marchait jamais sans prévoir quelque danger. Il ne perdit pas le sens, et quand Isengrin se croyait sûr de le prendre, il était déjà loin, la queue basse et le cou tendu. Isengrin et Damersante se mettaient à le poursuivre, tandis que Seigneur Renard s'esquive par un sentier tortueux et qu'Isengrin croit l'atteindre en se perdant dans une autre route. Damersante, plus attentive au mouvement de Renard, n'avait pas quitté ses pistes, soit qu'elle voulût l'avertir des dangers qui la menaçaient, soit qu'elle eut cœur de tirer vengeance elle-même de l'ancienne injure. De son côté, Renard ne se rendait pas bien compte des véritables dispositions de la dame. Au lieu de l'attendre, il éperonna jusqu'à l'ouverture d'une voie creuse qui dépendait de Maupertuis, et qui était justement assez grande pour lui donner passage. Mais la malheureuse Ersan, plus large des flancs et de la croupe, s'était élancée après lui, se trouva retenue de façon à ne pouvoir avancer ni reculer d'un pas, la tête et le haut du corps engagés dans cette crevasse rocheuse. Au cri de détresse qu'elle ne put retenir, Renard, ressortant du côté opposé, accourut vers elle. « Ah, c'est vous, Damersante, lui dit-il d'un ton railleur. C'est bien à vous de venir ainsi trouver les amoureux jusque dans leur logis. Oui, je le vois, vous êtes engagé par le coup pour avoir le prétexte de rester plus longtemps avec moi. Oh, demeurez tant qu'il vous plaira. Si le compère Isengrin vous trouve, je ne m'en mêle pas. Qu'il en pense ce qu'il voudra. Lui direz-vous encore que vous ne m'aimez pas, que vous ne m'avez jamais accordé de tête-à-tête ? Quant à moi, je vous le déclare, je dirai tout le contraire, que vous m'aimez 100 fois plus que votre mari, et que rien ne vous arrête quand vous avez l'espoir de me rencontrer. » La pauvre Ersan, plus confuse qu'on ne saurait dire, répondait en priant le méchant roux d'avoir compassion d'elle et de la tirer du mauvais pas où elle se trouvait. Isengrin arriva comme Renard essayait en effet de lui porter secours. Quelle ne fut pas alors sa rage ! Ah, maudit nain, vous allez payer cher ce dernier outrage. Lequel ? Et de quoi parlez-vous ? Répond Renard qui s'était hâté de rentrer au logis et se remontrait par la plus étroite ouverture. En vérité, sire Isengrin, vous reconnaissez mal le service que j'allais rendre à votre digne épouse. Ne voyez-vous pas comme elle est prise ? Est-ce ma faute si elle est venue s'y engager ? Cependant, au lieu de me remercier de l'aide que je lui portais, vous en paraissez tout en colère. Supposeriez-vous que j'ai voulu frapper Damersante ? Je suis prêt à jurer que j'ai fait tout ce qui dépendait de moi pour la dégager. Toi, jurer, double traître, mais ta vie n'est qu'un long parjure. Laisse tes mensonges et tes inventions. Est-ce en l'outrageant de paroles que tu marques ton respect pour elle et pour moi ? Vous êtes en vérité trop fin et trop subtil, sire Isengrin. Votre femme s'est engagée volontairement dans cette porte. Elle n'en était pas encore sortie, j'en conviens, mais j'allais la délivrer quand vous êtes arrivé. Si je ne me suis pas pressé davantage, c'est que je fus, il n'y a pas longtemps, blessé à la jambe, et que je n'ai pu faire plus grande diligence. Je vous ai dit la vérité, vous en tomberez d'accord, à moins que vous ne soyez décidé à me faire mauvaise querelle. D'ailleurs, madame est là, vous pouvez l'interroger, j'en suis bien sûr qu'une fois rendue libre, elle ne joindra pas sa clameur à la vôtre. Dieu vous garde, sire Isengrin. Cela dit, il rentra la tête dans Maupertuis, ferma la lucarne et disparut. Isengrin n'était pas dupe de ces belles paroles. Il croyait en avoir assez vu. Les excuses du coupable étaient, pensait-il, un nouvel outrage. Il vient à sa femme, qu'il essaie de délivrer. Il la saisit par les pieds, demeuré en dehors. Il tire au point de la blesser et de lui arracher de nouveaux cris. Pour comble d'ennui, l'excès de tant d'émotions avait jeté dans les entrailles de la dame un certain désordre dont le malheureux Isengrin ressentit les fâcheux effets. Un instant, il se tint à l'écart, puis réunissant ses efforts à ceux de la pauvre dolente, et jouant à qui mieux des mains et des pieds, il enlevèrent quelques pierres, élargirent un peu la voie, et Damersant, le dos et les genoux écorchés, fut tiré de ce maudit piège. Il lui fallut alors essuyer les reproches d'Isengrin. Ah, louve, abandonnée, venimeuse couleuvre, serpent infect, pourquoi n'avoir pas suivi le même chemin que moi ? Pourquoi ne m'avoir pas averti que je faisais fausse route ?
Renard devait vous rencontrer. Vous ne sauriez le nier. Non, sire, je ne laisserai pas. Renard est capable de tous les crimes, mais il n'a pas dépendu de moi de le punir comme je l'eusse voulu. Ne parlez pas de tout ce que j'ai entendu, de tout ce que j'ai souffert. L'injure ne sera pas amendée par ce que vous ou moi pourrions dire, mais à la cour du roi noble, on tient les plaides et les assises. On connaît de tous les cas de guerre et de querelle. C'est là que nous devons aller, que nous devons faire notre clameur et demander vengeance. » Ces paroles prononcées d'un air douloureusement résigné furent pour Isengrin comme un baume salutaire posé sur les plaies de son cœur. « Il se peut en effet, dit-il, que je vous ai trop accusé. C'est l'effet de mon peu de réflexion. J'oubliais les usages et les lois de notre pays. Votre conseil, Dame Ersan, me rend à la vie. Oui, nous irons porter notre clameur au roi, et malheur à l'affreux nain, s'il vient à comparaître devant la cour de nos pères. »